Initiés par la direction de la veille et de suivi des programmes, les résultats de l'étude menée sur le niveau de maîtrise de la lecture au CP1 sont sans appel. Plus de 88% des élèves ne savent pas lire. Un des critères qui montre qu'un enfant sait lire, c'est la vitesse. Et les standards disent qu'il faut lire 40 lettres ou 40 mots en 1 minute. Eh bien, nous avons soumis ce test de vitesse et ça montrait qu'en moyenne, nos enfants n'arrivaient pas à lire plus de 3 mots. Sur une centaine d'écoles testées, 55% des filles qui sont passées par la maternelle lisent mieux que les garçons. Nous tenons à aller dans les régions pour rencontrer les enseignants de terrain, pour avoir des ateliers de réflexion sur justement le pré-apprentissage, voir ce qu'il faut mettre en place, quelle stratégie mettre en place pour justement réussir à faire de nos enfants des lecteurs, parce que c'est vraiment la compétence de base. Financé par la Banque mondiale et coordonné par le programme d'urgence d'appui à l'éducation de base, cette étude a pour objectif d'évaluer l'apprentissage de la lecture au CP1. Le but est de faire des recommandations à l'endroit des autorités éducatives. Une restitution qui a vu la participation de tous les acteurs de l'éducation nationale, une aubaine également pour les parents d'élèves qui doivent s'approprier les résultats de cette étude. Comment obtenir son premier stage en entreprise? C'est autour de ce thème que s'est tenue une rencontre d'échange initiée par la direction de l'UFR Communication, Milieu et Société de l'Université Alassane Ouattara. Rencontre qui a réuni les étudiants et les directeurs des ressources humaines des entreprises les plus importantes de Bouaké. Pour Anzoumana Ouattara, directeur de la dite UFR, il s'agit d'une journée d'apprentissage pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Les directeurs des ressources humaines ont pour leur part donné des conseils aux apprenants pour maximiser leurs chances quant à l'obtention d'un premier stage en entreprise. Lorsqu'un jeune dépose un CV, il le fait relativement à une motivation qui est l'argent. Et je leur conseille de choisir l'argent et de ne pas choisir une entreprise qui correspond à sa qualification professionnelle. Évidemment, ce conseil que je donne, c'est les mauvaises pratiques comme je l'ai dit. Mais à eux d'en tirer la suite scientifique moelle pour convertir ça à contrario et en faire des conseils pour les bonnes pratiques. Les étudiants ont encouragé de telles initiatives qui, pour eux, doivent être pérennisées. Concilier la formation à l'emploi, et c'est ce qui nous intéresse. Nous comptons aussi sur ces entreprises pour que leurs portes nous soient toujours ouvertes afin d'entamer avec le stage le début d'une vie professionnelle. Le stage est un pan important de la vie professionnelle. C'est une passerelle entre les connaissances livresques et théoriques et la pratique professionnelle. Une journée de soins dans un cabinet dentaire. Des soins prodigués par un chirurgien dentiste. Et juste à côté, la tâche ingrate assurée par cette dame assistante dentaire. L'assistant dentaire est la troisième main, comme nous on dit dans notre jargon, du dentiste. Et parce qu'il est aidé dans ses tâches par l'assistant dentaire. Les assistants dentaires constituent un personnel indispensable à la bonne pratique de la chirurgie dentaire. Si je suis en train d'extraire une dent, qu'il y a beaucoup de sang en bouche, j'ai besoin, pendant le temps où je pose mon acte, que quelqu'un aspire le sang et la salive qui m'empêche de bien voir ce que je suis en train de faire. Plus proche collaboratrice des chirurgiens dentistes, l'assistante dentaire exerce malheureusement dans l'informel. C'est chacun qui recrute qui il veut et il le formate. Vous, selon sa façon de travailler. C'est la pratique qui a cours actuellement ici, étant donné qu'il n'y a pas de structure de formation pour ce corps de métier. Face au manque véritable de formation, les assistants dentaires lancent un cri de cœur. On a près de 1000 assistants dentaires au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucun statut. Nous ne sommes pas reconnus. Nous travaillons comme ça. Comme des clandestins. Nous voulons remédier à cela. Nous avons lancé un cri de cœur aux autorités de la place pour qu'il y ait l'ouverture d'une école des assistants dentaires. Loin de se substituer aux dentistes, ces femmes connaissent cependant leur place. Si tu connais ta place d'assistante, tu ne peux pas faire de soins. À force de regarder le dentiste, ça fait des années que nous sommes avec eux.
Tu peux connaître, mais tu ne peux pas. Il y a des risques. Si tu as fait, par exemple, un acte, que ça se complique, tu peux faire la prison. Les assistantes dentaires et les chirurgiens dentistes, c'est comme les dents et la langue. Une bonne formation de ces assistants dentaires pourrait être la clé de l'amélioration du service au profit des patients. Ces images sont celles d'un accident survenu au mois de novembre 2015 sur l'autoroute du Nord au niveau du pont du Banco reliant la baie du Banco au quartier Mossikro. Un poids lourd dévie de sa trajectoire, effectue une chute d'environ 5 mètres. Plus tôt, en mai 2009, un minicar de transport en commun avait aussi effectué ce saut périlleux, avec à la clé 3 morts. Les garde-fous en fer qui ont cédé sous le poids du mastodonte depuis le mois de novembre n'ont toujours pas été réparés. C'est dangereux parce que ça met la vie des usagers en danger. C'est dangereux, mais c'est très dangereux. Pas un pont là, ça va chaque qu'on arragne. Tout le temps, il y a les camions qui tombent. C'est dangereux, plusieurs reprises, les voitures sont tombées. C'est que le pont n'est pas bien fait. Toujours sur l'autoroute du Nord, le pont piéton d'Andokwa, dans la commune de Yopougon, n'a pas fière allure. Un bloc de béton pend au-dessus de la circulation. Soutenu par des tiges de fer, il menace de s'écraser à tout instant sur l'autoroute. Le danger plane. Je trouve que c'est très déplorable parce que ce pont est là depuis des années déjà. Et en plus de ça, il y a la charge des gros camions qui endommagent ce pont. Et aussi, les autorités ne font rien depuis. Ils sont là, ils traînent. À l'AGEROUTE, structure en charge de l'entretien des ouvrages routiers, la promesse de travaux de consolidation des structures est faite. C'est 4,50 m, vous chargez à 5 mètres et vous voulez forcer. Qu'est-ce que vous faites? Vous détruisez tout ce qui est là. Nous allons couper les fers parce que je vois c'est une poutre, parce que c'est un pont à poutre. Mais il faut que très rapidement, on remplace cet ouvrage. Occasion pour les responsables de l'AGEROUTE d'en appeler, en attendant, à une plus grande conscience des conducteurs. L'enjeu est national pour le Nigeria. 40 morts en 6 semaines. La fièvre hémorragique de Lassa inquiète le pays. Connu des services sanitaires, jamais l'épidémie n'a autant tué en peu de temps. D'habitude, le nombre de morts sur une année est en dessous de 10%, mais cette année, rien que jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'environ 35%. Encore plus inquiétante, sa vitesse de propagation dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Preuve de la défaillance du système sanitaire, avoue le ministre nigérian de la Santé. À ce jour, depuis août, 17 États sont touchés à travers le pays. Cela a touché 62 municipalités dans le pays. Nous avons pu identifier 212 cas suspects depuis le mois d'août, pas seulement cette année. Un système de surveillance intégré sera mis en place pour nous aider à gérer cette situation. Nous demandons également aux équipes médicales de collaborer. Pour faciliter cette collaboration, le ministre nigérien de la Santé promet d'activer au moins 109 établissements de soins de santé primaires dans les 3 prochains mois. La fièvre hémorragique du Lassa se transmet par excrétion de rongeurs. Asymptomatique dans 80% des cas, on la reconnaît dans les autres cas à travers des symptômes pseudo-grippaux, de la fièvre, des douleurs articulaires pouvant s'aggraver avec des signes hémorragiques.